Aujourd'hui, on va parler d'un écran et il s'agit du BenQ SW271. Ça fait un petit moment que j'ai plus été sur YouTube, il y a des raisons derrière cela, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois ou pas du tout, je sais pas encore, on verra. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai quelques vidéos que je voulais vous montrer, quelques-unes que je devais réaliser, notamment celle-ci, qui est réalisée en partenariat avec BenQ. Ils m'ont envoyé en fait le SW271, qui est un écran 27 pouces qu'ils ont sorti il y a déjà un petit moment, qu'ils ont envoyé d'ailleurs à pas mal de monde de ce que j'ai pu voir sur internet. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous en parler aussi. Par contre, je vais essayer de vous faire un truc un petit peu différent de ce que j'ai vu que beaucoup d'autres avaient fait. Je vais pas vous faire un test complet, je vais simplement faire comme j'avais fait pour le ViewSonic, c'est-à-dire ressortir 5 points que j'ai vraiment beaucoup appréciés sur cet écran. Pour ceux qui sont un petit peu déçus de pas avoir un test complet, je vous mets un lien juste en dessous du site Guide des gestions couleurs. Le test est archi complet, hyper technique, avec tous les détails techniques qui pourraient vous intéresser. J'ai d'ailleurs lu juste avant de recevoir l'écran, parce que ça m'intéressait de voir un petit peu ce que d'autres pensaient de l'écran, et c'est à mes yeux le test le plus complet qu'on peut trouver de l'écran actuellement. Donc si vous cherchez à savoir tous les détails techniques de cet écran, cliquez sur le petit lien juste en dessous, allez voir ce test, ça sera certainement très intéressant. Avant de vous parler des 5 points qui m'ont le plus plu en fait dans cet écran, quand même un petit résumé. Donc cet écran en fait il a été conçu et pensé pour des gens qui travaillent dans le domaine de la photo. C'est vraiment réalisé exprès pour ça, d'ailleurs un petit peu à l'image du ViewSonic que j'avais testé il y a quelques temps en arrière. C'est des écrans, maintenant on voit des marques comme ça qui sont généralistes, qui commencent à faire des écrans vraiment dédiés à certains domaines, à la photo, à la vidéo, au designer ou à d'autres domaines du genre. Simplement parce que en termes de marketing c'est intéressant, et puis ça permet aussi d'avoir des specs qui sont vraiment intéressantes pour le type d'utilisation qu'on a. Par exemple, l'écran dont je suis en train de vous parler ne sera pas du tout intéressant pour un gamer. Pour de la vidéo, peut-être éventuellement, ça peut dépanner. En tout cas, moi je l'emploie aussi pour faire du montage vidéo, même si c'est pas spécialement pensé pour, ça me suffit amplement. Une autre chose aussi intéressante à savoir par rapport à cet écran avant que j'aille plus loin, c'est qu'il coûte 1099 €, 1099 € si vous ne parlez pas comme moi le suisse ou le belge. Donc 1099 €, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites à ce tarif-là. Et vous allez voir qu'avec en fait, il y a quelques accessoires qui sont intéressants, qui sont inclus, qui n'étaient pas du tout inclus avec le ViewSonic que j'avais reçu de ViewSonic il y a quelques temps en arrière. Une toute dernière chose aussi, on va y revenir après, l'écran est précalibré d'usine, donc quand vous le recevez, logiquement, d'après le rapport qui vient avec l'écran, vous devriez avoir des couleurs qui sont déjà très bonnes, une uniformité qui devrait être plus ou moins bonne selon la dalle, et ça aussi on va y revenir après. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été beaucoup détaillé dans l'article que je vous disais tout au début d'aller lire éventuellement après avoir regardé la vidéo. Premier point qui m'a beaucoup plu sur cet écran, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais fait remonter à ViewSonic qui m'avait énormément agacé sur le VP2785 4K, c'est le fait qu'il y a enfin ici une visière qui est inclue. Je dis enfin par rapport au ViewSonic parce que ça m'avait un peu gavé de ne pas avoir de visière dessus au prix qu'il coûtait. Il faut savoir que les deux écrans sont plus ou moins le même prix. Donc le BenQ ici inclut une visière qu'on peut mettre autour de l'écran, et d'ailleurs il y a la possibilité de la moduler, c'est-à-dire qu'on a différentes pièces en plastique que l'on peut moduler pour l'avoir soit en portrait, soit en paysage, parce que l'écran peut se retourner, on peut le laisser en portrait ou alors en paysage, et on peut adapter la visière aux deux. J'aurais aimé que ce soit une visière qui puisse s'étirer, en fait, qu'on puisse régler avec des petits crans de réglage, plutôt que d'avoir des pièces de plastique différentes. Là, pour la peine, si on veut passer en mode portrait, on va devoir enlever la visière, enlever certaines pièces, la remettre sur l'écran, et puis voilà, c'est pas forcément hyper pratique. Je trouve dommage que ce soit pas une visière qui est déjà simplement à régler et qui se tourne sur l'écran avec. Bref, peut-être dans une prochaine version. La visière, pour ceux qui se posent la question à quoi ça sert, c'est intéressant si vous avez comme moi, j'ai une fenêtre ici sur ma droite, j'ai l'écran qui est ici sur ma gauche, et du coup avec la fenêtre qui est sur le côté, j'ai des fois dans la journée des reflets, même en ayant un rideau qui est tiré. Il faudrait que j'ai un rideau qui coupe complètement la lumière, c'est mon salon, c'est pas non plus le but de faire ça. Si vous avez un studio que vous pouvez aménager en fonction de la manière dont vous retouchez, des horaires auxquels vous travaillez, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une visière, mais c'est toujours intéressant, parce que par exemple sur mon bureau, j'ai facilement 2 ordinateurs, ou alors 2 voire 3 écrans qui sont les uns à côté des autres. Si j'ai l'écran au centre, par exemple là, le BenQ sur lequel je vais retoucher, le BenQ il va quand même réfléchir un petit peu la lumière des écrans qui sont sur le côté, surtout s'ils sont inclinés les uns par rapport aux autres. Donc du coup d'avoir la visière qui coupe un peu les reflets des écrans qui sont sur le bureau, c'est aussi assez intéressant, même si ça prend de la place et puis que c'est un petit peu pas forcément hyper design. Mais voilà, ça reste pratique, et c'est quand même assez cool de l'avoir inclus dans le pack de l'écran et de pas avoir à l'acheter encore pour 50 ou 100 € en plus en option. D'ailleurs, une dernière chose par rapport
rapport à cette visière, il y a aussi une petite trappe ou un petit trou, peu importe comment vous l'appelez ça, pour glisser en fait la sonde de calibration. Comme ça, si vous travaillez toujours avec la visière dessus, vous pouvez vraiment calibrer votre écran dans les conditions réelles de travail, c'est-à-dire avec la visière sans avoir besoin de l'enlever. Un petit détail, mais c'est un petit détail qui est quand même assez important et qui est intéressant. Deuxième truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la petite télécommande qui vient avec l'écran. Dommage qu'elle soit filaire, mais au moins on a une télécommande. Ça peut paraître super con d'ailleurs, quand je voyais d'autres personnes qui en parlaient, je suis là, mais enfin c'est une télécommande, qu'est-ce qu'on s'en fout pour un écran? Et en fait, au final, j'ai compris que c'était vraiment très pratique. On peut en fait personnaliser 3 raccourcis. Donc là, j'en ai par exemple un qui me permet de mettre le profil Adobe RGB, un sur lequel je vais pouvoir mettre du HDR et l'autre que je vais pouvoir activer pour avoir du Rec 709 si je fais par exemple du montage vidéo. Donc bref, c'est super intéressant. On peut changer le profil couleur comme ça à la volée sans aller naviguer dans les menus pendant une demi-heure. Surtout qu'on sait, les écrans, généralement, leurs menus sont bien pourris. Et du coup, d'avoir une petite télécommande comme ça pour naviguer dans le menu. Parce qu'en fait, la télécommande nous sert aussi à naviguer dans les menus. Donc en plus des 3 raccourcis dont je viens de vous parler, on a aussi un petit pad, donc les flèches gauche, droite, haut et bas, et un bouton OK au milieu qui nous permettent de naviguer dans les menus, et ça rend la navigation dans les menus beaucoup plus pratique que ces boutons au fond de l'écran, ou des fois qui sont derrière l'écran, ici ils sont dessus au fond. Ça reste plus pratique que quand ils sont derrière, mais quoi qu'il en soit, la télécommande est vraiment un gros pas en avant dans le fait de rendre l'ergonomie de l'écran supérieure à ce qu'on trouve chez les concurrents. Le câble aussi d'ailleurs de la télécommande, il est assez long, ça veut dire que même si vous avez un grand bureau, par exemple moi c'est une table de cuisine que j'ai aménagée en bureau pour avoir vraiment de la place pour pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin dessus, le câble est super long et du coup je peux la mettre n'importe où sur mon bureau, c'est absolument pas un problème du tout. La télécommande n'est pas non plus fixe à l'écran, c'est-à-dire qu'on va devoir employer un port USB de l'écran pour pouvoir l'utiliser. C'est un avantage dans le sens où si on n'a pas besoin de la télécommande, on peut simplement l'enlever. Par contre, c'est un désavantage dans le sens où ça va nous manger un port USB sur l'écran et ça, c'est un petit peu dommage. Le troisième point, c'est le design et surtout en fait les bords de l'écran qui sont très fins. Vraiment le contour de la dalle en fait, donc ce qui affiche et le contour physique de l'écran, on a quelque chose qui doit faire, je pense comme ça à vue d'œil, moins de 1 cm, je dirais entre 5 mm et 1 cm. Donc c'est vraiment très fin et ça rend le design vraiment sympa, surtout si vous travaillez avec 2 écrans côte à côte. La visière est facile à enlever, donc si on fait de la bureautique ou du montage vidéo et qu'on veut avoir 2 écrans côte à côte, en ayant l'impression en fait d'avoir un écran continu, c'est assez pratique d'avoir ce genre de choses. Et d'ailleurs le design comme ça ressemble énormément au ViewSonic VP2785 4K. J'étais assez étonné d'ailleurs en les sortant du carton, parce qu'en les mettant côte à côte, ils ont les deux du 27 pouces, ils font les deux du 4K, ils ont le menu la même chose. C'est assez perturbant, mais pour la peine, voilà, c'est assez chouette parce que sur mon bureau, j'ai 2 écrans qui se ressemblent beaucoup, que je peux utiliser en parallèle, et ça c'est super pratique. Le quatrième point, et il n'est pas des moindres, c'est la qualité d'affichage. J'ai remarqué que la qualité était quand même très bonne. On n'est peut-être pas au niveau de ce que fait ISO, mais on n'en est pas loin, et surtout on a un prix qui est en dessous. Dans le test que je vous ai cité en tout début de vidéo, la personne qui avait fait le test se plaignait un petit peu de problèmes d'uniformité en disant que c'était certainement sa copie et que c'était un petit peu la loterie. Alors effectivement, je pense que j'ai été très chanceux à ce niveau-là, parce que j'ai essayé de regarder à vue d'œil dans différentes conditions de luminosité, de travailler sur plusieurs photos, de mettre un écran d'une seule couleur, de vraiment regarder, de passer du temps, à défaut d'avoir une sonde pour mesurer les différentes uniformités sur l'écran. À vue d'œil, je remarque pas des grosses différences. La grosse différence qu'on a en termes d'uniformité, c'est sur le bas, et ça, j'ai le même problème sur mon ViewSonic, et je pense, je sais pas si c'est vrai ou pas, que ça doit être lié à la barre de menu où elle est fixée, qui appuie peut-être un petit peu sur la dalle et qui fait en fait un petit dégradé noir sur le bas de l'écran. Personnellement, c'est pas important, je veux dire le petit dégradé noir au fond, je retouche rarement mes photos sur les 3 cm qui sont au bas de l'écran, généralement c'est plutôt la partie au centre que j'utilise, donc c'est pas un réel gros problème. En termes d'uniformité, autrement, j'ai pas vu de gros soucis. Maintenant voilà, il semblerait que certains ont pas eu autant de chance que moi et ont des copies qui sont un petit peu moins bonnes, donc si vous vous rendez compte que vous avez une copie moins bonne, peut-être plaignez-vous auprès de la personne chez qui vous l'avez acheté, d'autres fournisseurs, pour peut-être avoir un écran de remplacement si vraiment c'est catastrophique. Qualité d'affichage aussi, en plus de ça, donc je vous ai parlé avant du 4K, on a aussi donc la bonne uniformité, du moins sur ma copie, et ça supporte du Adobe RGB jusqu'à 99%. Pas 100, mais déjà 99, c'est déjà pas mal. C'est chouette si vous travaillez en Adobe RGB, si vous faites du print et que vous avez besoin d'un espace un peu plus grand que du sRGB, que vous voulez pouvoir réellement contrôler vos couleurs, ça sera assez intéressant d'avoir un écran comme ça. En général, les écrans qui se veulent un peu plus pro et qui sont dans les 1000 € et plus,
supportent du Adobe RGB, pas tous, mais là on parle vraiment des écrans qui sont dédiés pour la photo. Si vous achetez un écran à plus de 1000 € pour de la photo, qui fait que du sRGB, qui couvre que du sRGB, il y a peut-être un petit souci à quelque part. Mais voilà, en tout cas, je l'ai recalibré mon écran, parce que comme je l'ai dit au début, donc l'écran arrive précalibré, je l'ai recalibré avec ma sonde, c'est une sonde de X-Rite, et la différence était extrêmement minime, elle était à peine visible à l'œil nu, et les différences en fait sur l'écran, donc ce qui me mettait comme différence, c'était vraiment ridicule, donc le calibrage d'usine était vraiment très bon. Et enfin, tout dernier point, et ça peut-être ça paraîtra ridicule pour certains, mais je me suis rendu compte à force de faire plusieurs choses sur mon ordinateur, à travailler sur de la vidéo, sur du motion, sur de la photo, à travailler pour des clients qui me demandent du print, que souvent je me retrouve à devoir naviguer un peu dans les menus pour changer 2-3 petites bricoles pour avoir un affichage comme j'en ai besoin. Et en fait, sur cet écran, ce qui est assez chouette, c'est que du coup, le menu est très ergonomique, enfin les menus sont très ergonomiques. Sur le ViewSonic, je trouvais ça un petit peu pas génial. Les menus sont assez clairs, mais pas non plus très pratiques à utiliser. Ici, on a des menus qui sont très clairs, qui sont très grands, qui sont lisibles, et en plus avec la télécommande, ça rend le tout vraiment super facile à utiliser. Ça peut paraître vraiment bête encore une fois, mais c'est un des trucs que je tenais à faire ressortir, parce que je trouve que souvent, quand on achète un écran, on se retrouve avec un menu qui est archi pourri, et pour la peine, ils ont mis un petit peu d'effort, et ça valait la peine, je trouve que c'est vraiment pratique. Ça, c'est 5 points que je tenais à faire ressortir en bien, mais il y en a quand même un ou deux que je souhaitais aussi faire ressortir en un peu moins bien, parce que cet écran est vraiment très bien, c'est d'ailleurs mon écran principal maintenant, le ViewSonic est passé dans ma chambre pour regarder des films. Le BenQ, je l'utilise, une des raisons principales, c'est vraiment cette télécommande qui est très pratique, et l'autre, c'est la visière qui me rend super service vu les conditions de lumière que j'ai dans mon bureau. Au niveau des points négatifs, pour moi, le gros, et ça c'est un point que j'adorais sur mon ViewSonic, c'est le manque de ports USB. Sur le ViewSonic, j'avais beaucoup de ports USB, sauf erreur, j'en avais 4 qui étaient encore disponibles, même avec le hub USB installé. Ici, je sais plus, je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui restent libres après avoir mis la télécommande, ce qui est assez peu. Je travaille souvent avec une souris, un clavier, une palette sur le côté, ou bien le Wave Tangent dont je vous avais parlé une autre fois, la tablette, donc la Wacom, j'ai ensuite le micro, et j'ai des fois encore d'autres périphériques branchés, aussi je recharge mon téléphone ou ça, bref. Avec un MacBook Pro qui a 2 ports USB, ça vient assez vite compliqué quand il n'y a que 2 écrans. Du coup, j'ai un hub USB en plus de l'écran, c'est pas super pratique. J'aurais aimé que l'écran puisse prendre la place de mon hub USB de manière à n'avoir qu'un câble à brancher, ou peut-être 2 éventuellement, le HDMI et le USB de l'écran, pour éviter d'avoir encore un autre USB à brancher qui fait plein de câbles qui traînent partout plutôt que de les cacher derrière mon écran. Un petit peu dommage, peut-être que sur une prochaine version ils feront mieux. Par contre, un point qui est assez chouette quand même par rapport au périphérique d'entrée, c'est qu'on a aussi de l'USB-C. Et en plus de ça, on a aussi un port SD. Alors, par contre, le petit bug, c'est pas un bug, tous les écrans, tout le temps, on a toujours des prises qui sont cachées derrière, et c'est super chiant à aller mettre les câbles USB dedans. Quand on doit mettre un câble USB, à chaque fois c'est la galère, faut tourner l'écran, surtout si il est placé contre un mur, ou suivant comment on le place ou ce qu'on met dessus, ou si on a scotché des câbles ou attaché des câbles pour pas qu'ils traînent partout, c'est vraiment la galère à mettre. Je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas encore trouvé un système pratique et utile et facile pour brancher ces câbles USB sur des écrans. Peut-être un jour, on y croit, on verra. Et le dernier truc encore, c'est le petit traitement anti-reflet qu'ils ont mis dessus. Alors sur le ViewSonic, j'avais aussi un petit peu ça, mais peut-être pas autant fort, du moins il me semble. Je vous en avais parlé d'ailleurs pendant le test du ViewSonic, où je vous ai dit que c'est assez chouette d'avoir un traitement anti-reflet, parce que par exemple, si vous travaillez sur un MacBook Pro, je sais que beaucoup le font. Le MacBook Pro, c'est juste pas possible de travailler dessus à mes yeux, c'est tellement brillant et tellement pénible à travailler dessus, tellement c'est brillant, on se voit dedans dès qu'il y a du soleil. Même là où aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, je suis en intérieur, je me vois dans mon MacBook qui est juste en dessous de l'appareil, c'est absolument insupportable. Sur la dalle du BenQ, je me vois un petit peu dedans, mais c'est pas non plus catastrophique, j'arrive quand même à travailler. Si je tire le rideau qu'il y a derrière moi, j'aurais pas de problème du tout à travailler dessus, même avec un petit peu de lumière qui passe à travers le rideau, je me verrais pas dedans, j'aurais pas de reflet bizarre. Par contre, le reflet pas spécialement agréable, je trouve. Je sais pas trop comment décrire ça en fait, mais le traitement est un petit peu semi-mat, je sais pas comment ils appellent ça, et du coup ça a un aspect qui brille mais sans briller, et selon les conditions de luminosité c'est pas forcément génial. Donc comme je le disais, si je tire mon rideau, pas de problème. Si vous avez une pièce qui est relativement lumineuse, ou selon les positions des lumières que vous avez dans votre pièce, ça sera peut-être pas forcément génial. Et c'est là où du coup la visière devient intéressante, sauf si vous avez une source de lumière qui est derrière vous, et du coup la visière ne sert à rien du tout.
Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à cet écran, donc le BenQ SW271. Vous retrouverez donc le guide dont je vous ai parlé tout au début, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus technique, juste en dessous en lien dans la description. C'est pas par flemme, mais c'est parce que je préfère laisser parler les gens qui connaissent bien ce domaine plutôt que d'en parler moi. Je préfère vous parler de mon ressenti à l'utilisation et laisser la technique à d'autres personnes qui connaissent tout ça sur le bout des doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en refaire quelques-unes, mais la cadence sera beaucoup plus lente qu'en début d'année. Les 3 vidéos par semaine, on va gentiment oublier, mais je vais quand même refaire quelques vidéos, donc vous inquiétez pas, je vais revenir. Pas aussi régulièrement, mais il y aura du contenu, j'espère 2-3 trucs un petit peu différents, je le dis tout le temps mais ça vient pas toujours, bref on verra. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée, ciao.